Première, voilà. C'est parti. C'est parti, donc tu vas nous présenter la brochure qui a été rédigée, élaborée sur la déchéance des élus communaux en Corrèze en 1939-1940. Et ce qui nous intéresse dans le cadre de la rencontre des libres pacifistes, enfin pour la paix et le désarmement, c'est de voir comment le pouvoir en fait fait ou a fait et continue d'exercer de la répression en période de guerre, quoi. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est au déclenchement de la guerre que les décrets-lois ont été activés et il y a eu la suspension, la révocation de ces élus. Je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous faire la présentation d'un document. Je serai bref, je ne vais pas vous encombrer l'esprit très longtemps. La Fédération du Parti communiste édite un document qui s'intitule « Élus communaux déchus en Corrèze, septembre 1939, avril 1940 ». La brochure évoque 85 ans après les faits, une mesure peu glorieuse de notre histoire. Et voilà, l'histoire ne se caviarde pas. C'est un document historique, mémoriel, un témoignage qui informe, alerte, interpelle. 380 élus déchus en Corrèze. Voilà un épisode oublié, ignoré, aujourd'hui, de la mémoire collective. La période dans laquelle se situe la chose est mouvementée. Événements et dates se succèdent, se confondent. Les mémoires s'embrouillent. Montée du fascisme en Europe, le Front populaire, la guerre d'Espagne, Munich, le pacte germano-soviétique, la défaite, l'occupation, la libération. La décennie 1935-1945 est agitée en France, en Europe et dans le monde. La première chose à évoquer dans cette affaire, c'est une action délibérée, volontariste des dirigeants du moment. C'est du franco-français. Il n'y a pas eu d'intervention étrangère, extérieure, contrairement à ce qui s'est passé sous Vichy, par exemple, où on a vu l'Allemagne exiger toujours plus, STO, fourniture de denrées, arrestation, déportation de personnes. La finalité de cet épisode, c'est l'anticommunisme. Qu'il soit primaire, secondaire, supérieur, c'est l'anticommunisme. Casser, détruire l'ancrage de ce parti dans toutes les instances démocratiques de la représentation démocratique du pays, dans l'administration de l'État également. Voilà l'objectif. Passons aux moyens. Cette déchéance n'est pas l'œuvre d'un coup d'État militaire. C'est l'affaire des élus. Ce sont des élus de la Troisième République qui ont déchu des élus de cette même République. Ce n'est pas Vichy qui est aux manettes. Ce sont des républicains qui se présentent ainsi. Le 16 octobre 1939, le gouvernement suspend par décret les municipalités à direction communiste. Députés et sénateurs votent le 20 janvier 1940 la déchéance
puis les maires sont immédiatement sollicités. Ça va aller vite. Et la fonction de maire va devenir un élément central de la délation. Je dis bien délation. Je ne dis pas renseignement. Le remarquable maillage du territoire que constituent les communes et les départements va être utilisé pour déployer dans le pays un appareil répressif méthodique, efficace et rapide. 20 janvier, vote de la déchéance. Fin février, début mars, les imprimés sont dans les mairies, imprimés de la préfecture. Et début avril, les notifications pleuvent. Le rôle des maires dans cette affaire, il est considérable. Il faut dire que c'est un peu la pagaille dans nombre de conseils municipaux dans cette période-là. Des maires et conseillers municipaux ne siègent plus. Ils sont mobilisés aux armées, puisque la mobilisation s'est faite en septembre 1939. Il y a en plus les municipalités qui ont été suspendues le 16 octobre 1939. Il y en a 23 en Corrèze. Je vais vous prendre un exemple. À Chaméra, par exemple, commune entre Tulle-et-Brive, le maire est mobilisé au moment des faits, au moment où l'imprimé arrive dans les mairies. Son remplaçant, maire par délégation spéciale, ça s'appelait comme ça, renseigne l'imprimé. Il inscrit non, N-O-N, dans la colonne. Y a-t-il des conseillers dans le conseil municipal qui se réclament du Parti communiste? Le maire remplaçant, maire par délégation spéciale de Chaméra, écrit non. Il n'y en a pas. 3 semaines après, un nouvel imprimé de la préfecture arrive en mairie, identique au premier, et sur cet imprimé, la même personne, le maire par délégation spéciale, inscrit 2 noms et prénoms, nom N-O-M-S. Il inscrit 2 noms et prénoms d'élus, de conseillers municipaux qui sont dans le conseil municipal. En 3 semaines, que s'est-il passé? Le recoupement des sources a fait évoluer le renseignement en délation. Le premier imprimé sur lequel il est écrit non, ça c'est du renseignement. On est d'accord? Le deuxième imprimé sur lequel il y a 2 noms, ça c'est de la délation. Il faut bien voir la différence entre renseignement et délation. Le renseignement c'est global, y a-t-il oui, non. Le reste c'est de la délation. Monsieur un tel, oui, ils sont bien. Voilà ce qui s'est passé dans les mairies. Six mois plus tard, le maire de Chaméra, le maire officiel, est démobilisé. Il reprend ses fonctions de maire. 1 an après, il démissionne. Le maire par délégation spéciale retrouve sa place. Voilà, pour vous indiquer un peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque, la guerre est déclarée, donc l'ambiance qu'il y a dans les conseils municipaux, c'est très confus, on ne sait plus très bien qui gère, qui... Voilà pour la gymnastique du moment. Donc c'est au maire ou son remplaçant qu'il est demandé de renseigner le fameux imprimé de la préfecture. Inscrire le nom d'un conseiller municipal
sur cet imprimé de la préfecture. Conseiller municipal qui a été souvent élu sur la même liste que le maire par délégation spéciale. Vous suivez? Oui. Hein? C'est pas une mince affaire, ça. Mais ça s'est passé comme ça. Inscrire le nom d'un collègue conseiller municipal qui a été élu sur la même liste que vous, sur l'imprimé. Voilà. Ce glissement du renseignement vers la délation, ce pourrait être un bon sujet de philo au bac, n'est-ce pas? Mais ce fut une froide réalité. Et cette imposture se fera évidemment dans le secret. Il n'y aura pas de délibération pour déchoir. C'est une personne qui a pris la responsabilité. La fonction de maire par délégation spéciale, il faut bien comprendre ça, ne sera pas imposée à une personne pressentie. Il y aura consentement. Et cela générera même des refus par endroits. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que la préfecture a pressenties pour occuper la fonction de maire par délégation spéciale. Il y a des personnes qui étaient élues conseiller municipal ou non, qui ont dit non, moi je ne veux pas faire ça. Donc ceux qui l'ont accepté, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas là je dirais pour la défense de la cause, il n'y a pas d'éléments. Une dernière chose, la déclassification, parce qu'on pourrait beaucoup évoquer, je raccourcis, vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup d'éléments, de choses qui rentrent en jeu là-dedans. La déclassification des documents, puis l'accès aux archives, ont permis ce travail de recherche. Le contenu de ce document, ce n'est pas des potins, des racontards, ce sont les archives de la République qui parlent. Celle du cabinet du préfet. Mais voilà, ces pièces à conviction sont demeurées 50 ans inaccessibles, sous l'été noir, contribuant ainsi à nourrir suppositions, interprétations, venant alimenter les campagnes anticommunistes de l'après-guerre, par exemple. Vive la démocratie, vive l'état de droit. C'est impeccable. 50 ans sans pouvoir accéder à des pièces essentielles. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Bon, je vais conclure. Hein. Je rappellerai à des esprits papillons. Il y en a, des esprits papillons, n'est-ce pas? Qui souhaiteraient que cette chose demeure sous le tapis. La belle citation de Churchill. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Je vous remercie. Alors il y a des brochures à disposition, hein, s'il y a des personnes intéressées. Elles sont vendues à prix coûtant, 3 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Y a-t-il des observations? Je voulais savoir, la justification de cette démission, enfin, obliger des élus, c'était justifié par quoi? Par le pacte, l'existence du pacte germano-soviétique ou pas? La déchéance? La déchéance. Oui. Il a fallu qu'il donne une raison, non? Mais c'est l'anticommunisme. Non, mais est-ce que c'était lié à l'existence du pacte germano-soviétique? C'était lié à beaucoup de choses. L'anticommunisme a été... Ils l'ont revendiqué.
il a été, oui, oui, il a été, l'anticommuniste a été nourri par beaucoup de choses. Ouais. Oui, mais j'ai une deuxième question après. Est-ce que lorsqu'ils sont revenus, et c'était les Allemands qui étaient en France à ce moment-là, est-ce que les communistes ont été poursuivis, arrêtés, et puis... oui, parmi ceux-là aussi, puisqu'ils étaient nommément reconnus. Oui, ils étaient nommément repérés. Désignés, oui. Désignés. Je me permets une digression. Je te renvoie pour ça à l'article, au livre de Pivion, qui écrit, un écrivain qui a beaucoup écrit, qui écrivait récemment dans Liberté Actu, notre partenaire du colloque des 4 et 5 octobre. Je fais de la publicité gratuite. Et donc son dernier livre, en fait, il raconte la période pré-guerre, pré-3 septembre 1939. Et en fait, ce qui semble avoir en fait, été anticipé par rapport au pacte germano-soviétique, c'est des décrets-lois pour interdire le Parti communiste, mais pas que le Parti communiste, si tu veux. Il y a les journaux, donc les journaux, il n'y a pas un journal, c'est l'Humanité, Ce Soir, toute la presse, toutes les associations réputées proches du Parti communiste, donc la CGT, la partie de la CGT qui avait été réunifiée communiste, l'ARAC, toutes les associations, voilà. Et donc après, tu as tout un certain nombre... Alors tu as ceux qui sont mobilisés, effectivement. Alors ceux-là, ils sont mobilisés, donc voilà, on va les laisser sous les drapeaux. Et après, il y a un certain nombre de copains qui ont été emprisonnés et qui vont qui vont faire... Alors pour les plus heureux qui feront du tourisme, qui pourront aller dans les prisons d'Algérie et être libérés au moment du débarquement anglo-américain. Mais il y a tous ceux après qu'on va retrouver dans les camps à Châteaubriand, tout ça, quoi. Donc il y a des parcours, je pense à Boris Tadzinski, des gens comme ça, si tu veux, qui ont eu des ennuis. Donc il y en a déjà, dès 1939, il y a un certain nombre de militants qui ont été obligés d'être dans la clandestinité, parce qu'ils étaient sous la poursuite, voilà, sous cette poursuite-là, quoi. Bien que la guerre n'ait pas commencé. Alors après, quand il y a eu les Allemands... je veux dire, c'était café crème, il y avait déjà les listes. Voilà, c'est quand même incroyable de déchoir des élus au prétexte qu'ils sont communistes et donc suspects d'être espions, travailler pour l'ennemi, alors qu'ils sont engagés et qu'ils sont dans l'armée française. Tout à fait. C'est un truc qui est assez difficile à comprendre. Hein on est revenu un peu à la Saint-Barthélemy. Que tu soulèves, Henri, c'est que ce sont des républicains avant Vichy, oui, qui organise un système de délation extrêmement bien organisé pour le coup, qui fait que dès lors que Pétain arrive au pouvoir, il a juste à prendre les renseignements trouvés pour pourchasser les communistes. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Le décret Sérol, par exemple. Disons que les délateurs, c'était tout mûr pour travailler avec après, Pétain, tout le monde peut faire de la délation sur le conseiller municipal qu'on peut pas piffer, on peut le dénoncer aussi. Et le décret Sérol, par exemple, qui est un socialiste, Vincent Sérol, vient criminaliser les communistes et instaure... Alors c'est le premier texte du décret Sérol prévoit la peine de mort pour les communistes. Parce qu'ils représentent un danger par rapport à l'effort de guerre, puisqu'ils sont dans une perspective de paix, ils ne veulent pas la guerre. Ouais. Il était prévu la peine de mort. Ça va plus loin en fait que même les communistes. Même pour ceux qui étaient mobilisés. Oui, mais ça, ceux qui étaient plus... ça va, oui, c'est ça qui est assez hallucinant. Ça va plus loin que les simples communistes, en fait, dans les décrets. Je pense à des gens pour qui, ici, certains ont de l'affection. Je pense à Jean Giono, par exemple, qui ont été embêtés. Les pacifistes intégraux ont eu des soucis. Voilà. C'est pas le... Comment ça s'appelait, le livret B, c'est ça, ou le carnet B. C'est pas le carnet B, mais c'est des mesures... Voilà, il va y avoir la guerre, mais je pense que c'est intervenu la veille ou l'avant-veille, ou je crois même le lendemain juste au moment de la déclaration de guerre. Ouais. Et alors, en plus, les communistes n'ont pas compris parce que ils disaient, les élus, en plus, on ne comprend pas, on a voté les crédits de guerre. Et il y a eu une grande incompréhension, mais c'est des opérations de police. Et pourquoi on a voulu que ça soit présenté
cette brochure aujourd'hui, c'est bon, il y a l'aspect historique, mais c'est pas un aspect partidaire pour faire de la pub à une organisation. Mais c'est par rapport à d'autres phénomènes qu'on voit aujourd'hui, ou qu'on peut voir aujourd'hui. Alors ça dépend de la vision qu'on a. Si, comme dirait le président, nous sommes en guerre, bon, nous on ne le pense pas, mais il y en a qui le disent. Voilà, sur les aspects, nous sommes en guerre, et sur l'aspect, on a eu droit à la déchéance de nationalité, la volonté de la déchéance de nationalité. Dans certaines administrations, c'est la recherche de la radicalisation. Donc pareil, on avait des circulaires, à un moment, c'était la taille de la barbe. Il fallait dire, quand des gars se font pousser la barbe, toi, par exemple. Voilà, ouais. Donc, il manque de 3 cm. Cette volonté de mettre au pas une administration ou un corps, enfin voilà, un corps constitué. Et là, c'est ce que tu dis, je trouve qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont élus. En plus. Et alors leur renseignement, voilà une fiche de la préfecture. Sur les fiches de la préfecture, il y a beaucoup d'écriture au crayon papier. Ah, ça peut se gommer, ça. Quand même. Vous voyez ce que ça peut signifier, des écritures au crayon papier. Alors le renseignement, il y avait 3 sources de renseignement. Il y avait donc les maires, qui faisaient le renseignement de la délation. Il y avait les RG. Et il y avait une autre personne qui était généralement un notable, qui avait on lui avait attribué un territoire, c'était généralement le canton, voire plusieurs cantons, sur lequel il connaissait le monde, on va dire. Il connaissait les élus, il connaissait... Voilà. Donc, ce document venait... Qui ça enfin, vous avez des typologies, enfin... Comment? Quelle personne, le troisième? Le type de personne? Oui. Notaire. Il y a eu beaucoup de médecins également. Oui, des médecins en campagne. Notaire. Et ensuite élus, je dirais un peu d'un certain niveau, anciens députés, anciens sénateurs ou sénateurs même. D'associations, peut-être, des choses comme ça aussi? D'associations? Non, il y a non, pas trop. Pas spécialement d'association, mais c'était quelqu'un qui connaissait bien le territoire. D'accord. Oui, voilà. Sur l'aspect politique, sur l'aspect... Un expert, quoi. Oui. Un expert, un conseiller. Donc, le préfet, alors il n'y avait que le préfet qui prononçait la déchéance, personne d'autre. Alors, pour prononcer cette déchéance, le préfet, il avait devant lui la fiche qui venait de la mairie, et il avait devant lui les RG, qui lui faisaient un état, et un notable, un indique, n'est-ce pas? Donc, avec ces trois renseignements, sources de renseignements, il prononçait la déchéance ou pas. C'est pour ça que le cas de Chaméra, il est particulièrement intéressant, puisqu'à 3 semaines d'intervalle, on n'a pas le même renseignement. On n'a pas la même délation. On a un renseignement et on a une délation. Que s'est-il passé entre les deux? Vraisemblablement, je suppose que le préfet, quand il a vu Chaméra, il a eu à côté les renseignements généraux, il a eu à côté un notable qui ont pu lui dire il y a quelques soucis là, c'est pas tout à fait pareil, ça ne concorde pas les sources. Donc il a retourné le deuxième imprimé, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour avoir confirmation. Voilà. Alors le maire Chaméra, par délégation, il avait mis non au départ, et après... il a mis de nom, parce que le préfet a dû lui dire, dis donc, tu n'as pas oublié là, je sais quoi, qu'il y en a des élus. Et on a le nom de cet homme. Comment? On a le nom de cet homme admirable qui a signé. Et il est là, il arrive. Ah bon? Les noms. Mais bien sûr, le nom des maires, ce document, il est signé du maire. Et est-ce que tu as vu des possibilités de recours sur les décisions du préfet, de déchéance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des recours en disant je ne suis pas communiste? Voilà. Dans les élus déchus, il y en a qui ont protesté. Il y en
en a qui ont protesté, qui ont dit non, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas pourquoi on me retire mon mandat d'élu dans ma commune. J'ai été élu comme les autres. Voilà. Ça, oui, là, il y a eu des lettres qui n'ont pas abouti, hein, ça n'a rien changé. Mais disons, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à l'époque, même aujourd'hui, certainement, être déchu, c'était pour la personne qui était impactée, c'était un déshonneur, c'était un manque de dignité, un manque de reconnaissance. Une honte. Une honte, voilà. Un climat de guerre, c'était le risque de l'opposition. Donc cette affaire n'a pas été très connue, enfin n'a pas été très connue dans l'instant, puisque bon, il y avait la guerre, ça commençait, tout ça. Les gens n'ont pas prêté une attention particulière à cette chose, hein. Ils ne se sont pas arrêtés là-dessus. Tout de suite derrière, il y a eu l'occupation, il y a eu la défaite, l'occupation. Les gens ont été confrontés à des situations beaucoup plus délicates. Hein. Donc c'est une affaire dans la mémoire collective qui a été éteinte, qui s'est complètement... C'était pas que par ici, c'était partout en France? Dans toutes les communes. Toutes les communes. Toutes les communes. D'accord. Et donc il y a une... Enfin, comment dire, on sait un peu plus aussi ce qui s'est passé ailleurs, ou est-ce qu'il y a un travail qui a été fait collectivement? J'ai fait le travail sur la Corrèze, moi, sur le département de la Corrèze. C'est du boulot, sûrement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait ailleurs, et ça corrobore Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça s'est fait. Et alors, ce qui là-dessus, il y a un autre aspect, c'est qu'à la libération, il n'y a pas eu de réhabilitation de ces élus déchus. Il aurait pu y avoir un décret, il aurait pu y avoir une loi votée, comme quoi ces élus étaient réintégrés dans les conseils municipaux de l'époque, c'est-à-dire rendre la déchéance non avenue. Ça ne s'est pas produit. Alors que c'était un gouvernement de gauche, la libération. Et y compris les élus communistes de l'époque n'ont pas insisté là-dessus. Il n'y a pas eu dans la société quelque chose ça a été l'euphorie de la libération, la mise en place des comités de libération dans les communes, et ensuite nouvelle élection en mai 1945. Donc c'est une affaire qui... Les concernés n'ont pas fait de réclamations, les personnes touchées n'ont pas réclamé quoi que ce soit. Tout de suite, il y a eu la constitution des comités de libération, dans lesquels on retrouve des élus déchus, des élus qui avaient été déchus en 1940, on les retrouve après la libération. Voilà, c'est normal. Au niveau des documents, il n'y a pas eu de perte de documents. Or, je vais vous avouer personnellement que c'est un miracle qu'on ait de remettre la main sur de telles archives. C'est les archives du cabinet du préfet, quand même. Oui. Donc, avant de verser aux archives départementales, je présume on peut présumer qu'il y a eu des ménages. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est remarquable parce que je commence à être d'un âge certain et je n'ai jamais entendu parler. Autant on parlait de la libération, ceux qui ont été élus, mais bon, déjà il y avait le cas Vauzel qui avait été en distance après avec le PCF, mais je n'avais jamais entendu parler de ce qui s'était passé en Corrèze. Je ne sais pas si peut-être plus tu en as entendu parler. J'aurais une question dans le sujet, mais juste un peu à côté. Donc il y a eu les maires qui ont été déchus pendant cette période, et à la fin de la guerre, les élections n'ont pas été immédiates. Il y a eu un espace, autrement dit, les maires qui avaient été désignés par le gouvernement ont dégagé, et d'autres ont été désignés. Est-ce que tu sais comment ils ont été désignés? Je te le dis simplement parce que mon grand-père a été un de ces maires à la Libération. On ne fera pas de commentaires sur la gestion de mon grand-père, mais il a été un de ces maires parce que bon, il avait un peu aidé le maquis, peut-être que c'était ça, je ne sais pas. Alors, à la Libération, en août 1944, le virage, je dirais, c'est la bataille des Glotons. Vous avez entendu parler de la bataille des Glotons en août 1944. Tout de suite après la bataille des Glotons,
il y a eu un basculement qui s'est fait dans les municipalités, un basculement qui s'est fait de l'état d'esprit pétiniste, ceux qui étaient en place, vers la résistance. Ça a été très rapide. En quelques jours, toute la Corrèze, tout a basculé là. Donc là, ce qui s'est passé, les municipalités qui étaient en place, les municipalités pétinistes virées, et on met en place les comités locaux de libération, avec à sa tête pas un maire, mais un président. Il y avait dans chaque commune, il y a eu un président de comité de libération. Alors la constitution du comité de libération, comment ça s'est fait? Ça s'est fait sur le principe de la tenue, l'intégrité de la personne durant l'occupation. C'était le seul critère. Voilà. C'est bon, Charles. Donc un tel, il a été considéré que pendant la guerre, il n'avait pas collaboré, il avait été exemplaire, il avait peut-être aidé un petit peu les résistants, tout ça. Donc ce monsieur, il est estimé qu'il faisait partie du comité de libération. C'est le cas de Guingouin aussi. Guingouin, c'était ça? Parce qu'il y a une période, pendant 2 ans, il était à la mairie. Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Alors, je continue. Oui. Donc, les comités de libération mis en place fin août, septembre 1944, ils vont avoir lieu, les comités, jusqu'à mai 1945. 7-8 mois. C'est le comité local de libération qui s'occupe dans la commune des affaires. Bon, les affaires, il n'y avait pas grande affaire. Il n'y avait plus de budget dans les communes, il n'y avait plus... Bon, donc, c'était maintenir la bienséance, la bonne entente entre les personnes, voilà. Donc, les élections, fin avril, mai 1945. Alors là, élection municipale. L'élection en règle, je dirais. C'est là que Guingouin est élu maire de Limoges. Guingouin a été président du comité de libération de Limoges, de août 1944 à mai 1945, et il a été candidat à l'élection municipale 1945, auquel il a été élu, et il a siégé après, enfin il a été maire pendant 2 ans, je crois, jusqu'en 1947, par là. Voilà comment ça s'est passé. Mais là, dans cette période-là, il n'est pas question de revenir sur le problème de la déchéance. Les gens sont pris, enfin, les personnes sont prises dans le comité de libération, sur préparation de l'élection municipale. C'est une autre ambiance, les gens sont heureux de s'être libérés, tout ça. Donc ça, c'est une affaire... voilà. Par contre, à la Libération, il y a eu aussi des élus qui ont été déchus pour collaboration. Ah, mais ils sont tous virés. Hein. Ils sont même pas, il n'y a pas de déchéance, ils sont... Il n'y a pas eu un processus de mise à l'index? C'est Collet, je crois, qui était président du comité départemental, c'est-à-dire qui était préfet. Le préfet avait été viré, il avait viré le préfet aussi. Il fallait commencer par là. Et c'est Collet donc qui fait les fonctions pendant le temps de 7 mois, 7-8 mois, qui fait les fonctions de préfet. Et donc dans les communes, tout ce qui restait, il faut dire ce qui restait de l'esprit pétiniste, parce qu'il y a eu les déchus, et il y a eu d'autres déchus pendant la guerre. Là on évoque la déchéance des élus début 40, il y a eu pendant la guerre, en fonction des... Les gaullistes ne sont pas déchus dans la période, ils n'existent pas. Le général de Gaulle n'est même pas général, il est encore colonel. Il a été nommé général le 25 mai, 3 semaines avant le 18 juin. Et puis il est allé voir les grands bretons en plus. Oui, mais donc là c'est spécifique aux communistes. Alors pendant la guerre, en fonction des événements, il y a l'appel du général de Gaulle, il y a le 10 juillet 40, le vote des pleins pouvoirs. Là il y a des élus qui vont s'opposer, quelques-uns, les 80 de l'honneur. Donc pendant la période de l'occupation, ces élus-là, ils ont été virés, déchus aussi. Là, il ne fallait pas être opposé à quoi que ce soit, sinon, hop, déchéance. C'est le cas de Cueil. Henri Cueil, ancien ministre de l'Agriculture, député, sénateur de Vidussel, il n'a pas voté les pleins pouvoirs, il s'est abstenu. Il n'a pas voté contre, il n'a pas voté pour. Mais après, en fonction des événements, du déroulement des événements, il a senti que ça résume bien le personnage. Ça allait mal se passer, mal se terminer.
donc il est devenu de plus en plus critique à l'égard de Pétain. Alors critique à l'égard de Pétain, déchu de maire de Neuville-du-Sel. Alors en 41 ou 42. Henri Queuille a participé avant à la déchéance. Ça, c'est une particularité. Moi, je le lance. Henri Queuille, voilà, je balance, mais... radical socialiste, Voilà. le 20 janvier 40, Qui goûte à sa propre. il vote la déchéance des élus communistes. Henri Queuille, ministre de l'Agriculture. À l'époque, le ministre de l'Agriculture est un ministère important, autant que le ministère des Armées ou de l'Éducation. Il vote la déchéance des élus communistes. Henri Queuille était un anticommuniste patent. Et après, il ne vote pas les pleins pouvoirs. Il s'abstient. Et après, il devient critique du pouvoir en place. Donc, il est révoqué, déchu. On utilise des fois le terme déchu, d'autres fois révoqué, d'autres fois destitué, mais c'est la même chose. C'est le même résultat. Je suppose que même origine et même résultat. Je suppose que les lois contre les juifs aussi ont dû être appliquées contre les élus israélites, non? Certainement. Mais ça a été autre chose encore. Ça, c'est les lois racistes, ça, de Vichy. Là, il y avait certainement des élus d'origine juive, les élus déçus. Mais il y a eu plusieurs lois, il y a eu plusieurs séquences, oui. Quelle était la peur le communisme, mais à l'époque, c'était quoi qu'est-ce que c'est qui motivait vous voyez, quels étaient les arguments d'anticommunisme? Les arguments, il y a eu beaucoup de choses là. Il y a une chose qu'on peut faire apparaître, c'est le positionnement là, majoritairement des socialistes dans cette affaire, ou radicaux socialistes, parce que Queuille était un radical socialiste. Il y a eu là, il y avait eu le Front populaire, et il y a une chose qui a énormément compté, c'est le congrès de Tours. Dans le Parti socialiste, il y a des socialistes qui n'ont jamais accepté le congrès de Tours. Et là, on peut dire qu'il y a, comment dirais-je, un petit règlement de compte, une petite vengeance par rapport aux communistes de la part de certains socialistes. Ça, c'est évident. Mais bon, voilà. Ça a été une chose extrêmement... je pense que depuis la Saint-Barthélemy, il n'y avait pas eu une telle violence politique dans le pays. Alors en Corrèze, tous les Brives ne sont pas touchés. Il n'y a pas d'élus déchus dans cette période. Après, il y en aura pendant la guerre. Mais dans cette période, il n'y a pas d'élus déchus à Brive-Hercule. C'est à croire qu'il n'y avait pas d'élus communistes dans les conseils municipaux. Et ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est vrai que les élus de l'Assemblée nationale de 1940, c'est celle de 1936, du Front populaire. C'est aussi à méditer. Moi, je crois qu'il faut toujours regarder l'histoire au niveau du monde et pas uniquement au niveau de son petit département de la Corrèze. Ce qui se passe au niveau du monde, c'est ce qui gère la vie de chaque pays. Et dans ces moments-là où on a le communisme se développait, il y avait la puissance soviétique à côté, les États-Unis étaient toujours derrière, la puissance qui était là pour réguler un peu un certain nombre, et ils avaient peur des communistes. Donc les communistes, il ne fallait pas les laisser, il ne fallait pas que ce mouvement se développe. Hein. Ça a été la création de FO, par exemple, hein, qui avait vraiment comme volonté de casser la CGT et le Parti communiste. Et je pense que après, ça a été la défense, l'intervention des États-Unis pendant la guerre, c'était aussi une façon d'avoir la même mise sur l'Europe. Enfin, je crois que les États-Unis sont toujours derrière nous. Je pense qu'il faut regarder un bassin un peu plus large. L'histoire du monde. Ça a été vrai pour la guerre d'Espagne, ça a été vrai pour tout le pays. Pourquoi on n'est pas intervenu en Espagne? Parce qu'il fallait garder un équilibre aussi au niveau mondial.
C'est vrai qu'à l'époque, le Parti communiste, c'est une force importante, et un parti surtout qui progresse énormément, et assez rapidement. Depuis 1935, les élections municipales 1935, le parti fait des voix. Au-delà du parti, c'est l'idéologie qui se développait. Voilà. Faisait une tache un peu trop rouge sur l'ensemble du monde. C'était vrai en Allemagne, le Parti communiste était important en Allemagne avant l'arrivée de Hitler. La première des choses qu'il a faites, d'ailleurs, ça a été de casser ce parti qui était, à chaque élection, le Parti communiste allemand il gagnait énormément de voix. Il a doublé ses voix en très peu de temps. Donc c'était vous avez raison, dans le monde c'était une idéologie, des partis qui montaient. Voilà. Donc il fallait casser par tous les moyens. Merci beaucoup. Ouais, merci. Très intéressant. Voilà.